Innovation Room, donc juste en introduction, Dominique vous a expliqué effectivement un peu le but de ce lieu. Je ne vais pas vous expliquer ça plus en détail parce qu'il me reste 14 minutes 48, j'ai eu 5 minutes de plus, super. Donc en fait, je voulais tout simplement vous montrer un peu le type de sujet que nous avons. Parce que tout à l'heure, on voulait vous proposer de travailler un atelier sur les nouveaux sujets de l'Innovation Room pour vous mettre un peu à contribution sur ça. Donc moi, je voulais vous montrer un peu le type de sujet qu'on a eu. Pourquoi j'ai commencé en 2011? Tout simplement parce que moi, je suis arrivée en 2011. Et c'est mon historique à moi, donc je suis à l'aise pour en parler. Donc 2011, on a commencé avec le biomimétisme, qui est un peu le thème aussi de cette journée aujourd'hui. Ensuite, en 2012, on a eu deux sujets très différents. On a eu Habitat-Habitacle. Donc là, on était pour la première fois un peu dans le milieu automobile dès le titre en fait, de l'exposition. Et ensuite, on a eu un sujet très, très populaire sur l'innovation frugale, Do More with Less. Donc ça a été vraiment un sujet très, très fort, qui était vraiment dans la thématique en plus en 2012, même si je pense que c'est un sujet qui pourrait se prêter à être traité une nouvelle fois parce que c'est vraiment très, très, très riche comme sujet. Et ensuite, en 2013, on est passé à un univers un peu plus de rêve avec Désir d'émotion, également une thématique très, très populaire qui était parrainée par notre patron de design. Et ensuite, 2013, la deuxième exposition en 2013, c'était Feeling of Quality. Donc vous voyez tout de suite un univers un peu plus sobre, rien qu'avec le choix des couleurs, très classe, très élégant. Donc quels sont les éléments qu'un objet puisse paraître qualitatif dans sa première perception en fait. Et ensuite en 2014, deux expositions très très fortes, très ludiques, avec l'exposition Play the Game, donc sur l'univers de la gamification. Et ensuite, la dernière que je viens de démonter il y a peu de temps, sur The Maker Generation, donc le phénomène de do-it-yourself. Voilà. Et ensuite, l'exposition actuelle que je vais vous présenter maintenant, donc le design universel. Lorsque j'avais 9 ans, j'étais en Finlande en train de faire un cours sur le crochet. En Finlande, tous les enfants, en école primaire, que ce soit les filles ou les garçons, suivent des cours de crochet. Il faut également suivre des cours de menuiserie. Et d'ailleurs, je pense que ça date de cette époque-là que je déteste le marteau et tous les outils de ce genre. Mais en fait, ce jour-là, on devait faire du crochet et l'enseignante, très vite, elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas pouvoir m'enseigner le crochet. Pourquoi? Parce que je suis cochère. Elle m'a dit, Souvi, avec toi, ça ne va pas le faire. À partir de demain, toi, tu vas faire autre chose. Les autres vont suivre le crochet, toi, tu vas faire autre chose. Déception terrible pour moi, qui avait 9 ans. Je suis rentrée chez moi, vraiment déçue. J'ai expliqué à ma mère, maman, le crochet, ça ne va pas le faire et tout. Et là, j'ai ma mère qui me dit, attends, elle va chercher un miroir, elle le pose devant elle, elle commence à faire le crochet. Elle me dit, observe, regarde. Je regarde comment elle fait, et là, j'ai compris le crochet. Victorieuse, je retourne à l'école le lendemain, puisque j'avais compris le crochet, et j'ai pu prendre, en fait, le cours de la classe avec tous les autres élèves de la classe. Ce petit phénomène et exemple personnel illustre tout simplement un des principes majeurs du design universel, et nous allons y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le design universel au juste? Lorsque nous avons commencé à traiter ce sujet, et je regarde en même temps si mon consultant, David, est là, mais je vois qu'il a eu un empêchement. Il n'est pas là? Il n'a pas pu venir. Bon. Donc en fait, quand on a commencé avec David à traiter le sujet, on s'est dit, déjà le design universel, il y a plusieurs mots pour dire la même chose. Il y a énormément de synonymes. Il y a la conception universelle, il y a la conception inclusive, il y a la conception transgénérationnelle. Enfin, il y a énormément de synonymes qui veulent tous dire la même chose. Ça, c'était un peu la première réflexion qu'on s'est fait. Ensuite, on s'est dit, le design universel, forcément, on parle du handicap. C'était la première réflexion, mais très, très vite, on s'est dit, non, ce n'est pas que le handicap, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Alors là, je vous montre une définition, une des premières que nous avons vues,
qui est tout simplement la définition des Nations Unies. C'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui est de 2006. La conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. Donc là, tout de suite, dans cette définition, on peut retenir utilisable par tous, donc c'est la première notion, sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. Donc ça, c'est vraiment la première définition et notre première piste de travail sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas que les Nations Unies qui travaillent sur le sujet, il y a également le Conseil de l'Europe. En France, au niveau des ministères, il y a le ministère du Développement durable et de l'écologie qui travaille sur le sujet, le ministère du Logement également, de l'égalité des territoires. Donc il y a beaucoup de monde qui sont sur le sujet. Et ensuite, on peut aussi parler des pays qui ont particulièrement de l'avance sur le sujet. Je pourrais vous parler des pays nordiques, mais je ne vais pas faire ma nordique, que je fais souvent. Je pourrais vous parler de l'Allemagne aussi, mais je vais vous parler du Japon. Le Japon travaille sur les thématiques du design universel depuis déjà une quinzaine d'années. Il faut savoir que le Japon, c'est un pays avec une population extrêmement vieillissante. Il y a une personne sur 4 qui a plus de 65 ans. Et la proportion va encore aller en fait en s'agrandissant dans le sens où d'ici 2020, il y aura 30 personnes de Japonais qui auront plus de 65 ans. Donc dans ce contexte-là, c'est un pays qui a mis en place énormément d'initiatives et de lois qui imposent aux entreprises de toujours prendre en compte les besoins de toutes les populations dans les aménagements, dans les lieux publics. Vous allez dans des gares à Tokyo, il y a beaucoup d'ascenseurs, par exemple, même si les dénivelés sont faibles. C'est tout simplement, aujourd'hui c'est un peu vu comme un laboratoire de politique publique en matière de vieillissement. Il n'y a pas que les pays, certains pays qui ont de l'avance sur le sujet. Après, on peut aussi regarder au niveau des distributeurs. Là, c'est une des 2 doubles pages du catalogue Leroy Merlin de cette année, intitulée « Comment intégrer le handicap dans la salle de bain familiale ». C'est vrai que Leroy Merlin doit travailler sur le sujet depuis plusieurs années déjà, mais ce qui est nouveau, c'est que en fait, cette thématique a désormais une place vraiment centrale dans son catalogue. Et c'est vrai que comment intégrer le handicap dans la salle de bain familiale, si vraiment on voulait le dire de manière design universelle, ça serait comment faire de sorte que les salles de bain soient conçues, de sorte que tout le monde puisse en fait, y vivre normalement sans que personne se sente stigmatisé. Bon, ça c'est très lourd, hein, une définition très lourde, mais en tout cas c'est dans le bon chemin et c'est intéressant de voir ce qui va arriver après. Dernier exemple, sur les initiatives qui nous intéressaient, il y avait aussi ce qui se passe au niveau de la ville de Versailles. Ville de Versailles a lancé un projet qui s'appelle Grand Versailles. Et en fait, l'idée, c'est d'aménager notamment en fait, le château de Versailles, de sorte qu'il soit accessible à toutes les populations. Celui ou celle qui a été au château de Versailles et qui connaît par exemple les pavés avec les talons, c'est impossible, quoi. Donc en fait là ils sont vraiment dans une démarche où ils essayent d'ouvrir ce lieu culturel à toutes les populations. Et lorsqu'on regarde, j'ai pris cette citation que je trouvais intéressante dans la brochure. L'accessibilité plutôt est un enjeu secondaire, c'est devenu vraiment le cœur même en fait de leur projet. La mise en accessibilité n'intéresse pas seulement un public spécifique, elle profite aussi à un large public, familles avec poussettes, personnes en talons aiguilles, personnes âgées. L'accessibilité revêt ici un caractère d'intérêt général. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment la place qu'on a donnée à cette notion d'accessibilité. Maintenant que nous avons vu un peu comment le sujet de design universel est traité dans ces différentes instances, dans certains pays particulièrement, et par les distributeurs, intéressons-nous maintenant à cette notion de handicap. Qu'est-ce que c'est au juste ? Ici, nous avons une illustration qui s'appelle The Enabler. The Enabler, c'est rien d'autre qu'une grille d'analyse qui a été mise en place par les designers pour passer à la grille, justement,
les nouveaux produits, les nouveaux services, les bâtiments, du point de vue accessibilité. Donc ils vont coter, ils vont noter en fait les projets. Est-ce que c'est des projets, est-ce que c'est des produits qui sont accessibles? Ici, enfin, je ne vais pas vous les noter tous, mais là on voit tout de suite, ça représente donc une bonne partie de barrières physiques et cognitives qu'une personne peut avoir. Il y en a qui sont évidentes. Loss of sight, perte de vue, c'est quelque chose d'évident. Alors que loss of hearing, perte d'ouïe, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte forcément tout de suite. Ici, ce qui est important dans ce slide, et ce que je veux que tout le monde puisse comprendre, c'est le côté barrière. Qu'est-ce que c'est que les barrières? Finalement, les barrières, c'est quelque chose que nous rencontrons tous les jours. Au début de mon intervention, je vous parlais du fait que je sois gauchère. Ça m'a joué un peu des tours dans ma scolarité. C'est une barrière. Une personne âgée qui se trouve complètement perdue devant un téléphone mobile, un smartphone, c'est également une barrière. À la poste, je vois souvent des personnes âgées, et pas que âgées, qui sont complètement perdues devant les nouveaux distributeurs de timbres. Ils ne savent pas du tout comment s'en servir. C'est également une barrière. Une personne qui n'arrive pas à ouvrir un bocal parce que ça nécessite trop de force physique, c'est également une barrière. Donc là, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que les barrières, nous les rencontrons tous. On n'a pas les mêmes barrières, mais en tout cas, on en a tous. Et la phrase qui, selon moi, résume très bien cette notion de barrière, je l'ai mis en anglais parce que je trouve que ça passe mieux en anglais, mais je vais essayer de le traduire. Finalement, les barrières, ce sont toutes ces choses qui font que dans une situation donnée, on se sent un peu bête aux yeux des autres, et devant les yeux des autres, et on ne se sent pas tout à fait à notre place. Finalement, c'est ça une barrière. Et le design universel est vraiment là pour essayer d'éliminer un maximum des barrières physiques et cognitives et faire de sorte que personne ne se sente stigmatisé dans une situation donnée. Je ne vais pas vous parler ici en fait en détail des objets que nous avons choisis pour l'exposition parce que ça serait très long et ça nécessite une visite à part. Mais je vais quand même vous parler des exemples du design universel dans les bâtiments, parce que ça permet vraiment bien comprendre quand c'est réussi, quand c'est pas réussi. Là, nous avons l'accès d'une bibliothèque aux États-Unis. Vous voyez bien, ils ont voulu penser aux personnes qui sont en fauteuil roulant en ajoutant une petite sonnette, ring a bell, sonnez ici, si vous ne pouvez pas accéder par la porte principale. Ce qui est positif, c'est qu'ils ont pensé quand même à cette catégorie de personnes, mais là où ils ont vraiment raté sur tous les coups, c'est que cette accessibilité n'est pas intégrée en fait d'emblée dans le projet, mais ils l'ont un peu ajouté après coup, quoi. Et déjà que la personne ne se sente pas forcément très bien en fait par sa situation, en plus la personne va se sentir extrêmement stigmatisée parce qu'il va falloir sonner la petite sonnette et s'il y a quelqu'un qui vient ouvrir, parce que souvent en plus c'était des aménagements où il n'y avait personne qui venait ouvrir. Donc, 1h45, super. Alors, l'exemple que j'aime beaucoup, et je tiens à en parler, quelqu'un connaît peut-être, c'est le musée de Guggenheim à New York. Et c'est vraiment un super exemple du design universel, de ses premières phases de design universel, parce que ça date de la fin des années 50. À la fin des années 50, on ne parlait pas du tout encore du design universel. Pourtant, son architecte, Frank Lloyd Wright, qui est un des plus grands architectes de notre époque, lorsqu'il a lancé, il a subi énormément de critiques. Les gens ont critiqué l'aspect extérieur, escargot, tire-bouchon, c'est atroce, c'est pas New York. Mais regardez l'intérieur, comment c'était ingénieux, comment c'était fait. Déjà, d'une part, il y avait cette luminosité, il y a une espèce de puits de lumière qui traverse tout le musée. Et en plus, plutôt qu'ajouter la rampe, il a décidé de construire le musée tout entier autour d'une rampe. Et c'était ça, en fait. C'était ça vraiment l'idée de génie qu'il a eue. Donc, le visiteur monte au début tout en haut, 6e étage, et ensuite il va déambuler lentement tout au long de cette rampe qui fait une petite pente tout en regardant les œuvres. Donc, c'est vraiment un exemple très, très réussi du design universel. Je voulais quand même vous parler de la structure de notre exposition après tous ces exemples. Donc là, nous avons les 7 principes qui sont très connus du design universel, qui ont été définis par Ron Mace en 1993. C'est des principes qui sont utilisés dans l'enseignement pour les designers.
Donc très très connu, très important aussi pour l'automobile, hein, notamment par exemple le 5, tolérance pour l'erreur. Dans l'automobile, on comprend bien qu'il faut que toutes les informations sur l'affichage, par exemple, passent bien, soient bien compréhensibles. Mais dans cette exposition, ça c'est vraiment des principes orientés concepteurs. Dans cette exposition, nous on a choisi de partir du point de vue utilisateur, c'est-à-dire on s'est intéressé au but du design universel. Donc les buts sont ceux-là, les 8. Il y en a qui se comprennent bien, je vais juste commenter adaptation au corps, c'est toutes les morphologies possibles, confort, produit confortable. La conscience, c'est un peu moins clair comme ça en un mot, ça veut dire tout simplement faire de sorte que les informations critiques soient perceptibles par l'utilisateur. La compréhensibilité, donc le côté intuitif des produits. Et ces 4 premiers buts constituent dans notre exposition la première catégorie qui s'appelle la performance humaine, physique et cognitive. Ensuite, on a le but bien-être qui constitue la partie santé et bien-être. Et ensuite, les 3 derniers buts, intégration sociale, donc traiter tous les groupes sociaux et culturels avec intégrité et dignité. La personnalisation des produits et l'appropriation culturelle, donc le respect des différences culturelles. Ces 3 derniers buts constituent la section participation sociale de notre exposition. C'est pour cette raison-là que nous proposons dans cette exposition cette définition avec laquelle on se sentait le plus en phase, qui pour nous correspondait le plus à ce que le design universel doit être. Le design universel permet à une population diverse de s'épanouir en améliorant les performances humaines, le bien-être et la santé, ainsi que la participation sociale. Donc pour nous, c'est vraiment les éléments, les 3 éléments majeurs en fait, du design universel. Et si je voulais encore basculer en anglais, Universal Design makes life easier, healthier and friendlier. Et en fait, là, nous avons tout simplement les quelques 40 objets que nous avons retenus pour cette exposition. Donc, comme je vous disais, malheureusement, là, ça va être très, très difficile d'entrer dans le détail des objets. Je vous dirai seulement que je porte un des objets à mon poignet, qui est le bracelet, le nouveau bracelet Fitbit, avec l'amélioration par rapport à la dernière, que ça mesure la fréquence cardiaque, voilà. Donc, très déstressant pour regarder là, par exemple, à combien je suis. Donc, voilà. Alors, à combien je suis ? 108. Et je suis à 60 normalement, donc voilà. Voilà. Alors, le mot de la fin, c'est avec Dominique, on tenait à lancer une nouvelle formule de location de nos expositions en fait aux membres de la communauté d'innovation, parce qu'effectivement, pour nous, ça représente 5 mois de travail acharné pour constituer cette exposition, la sélection des objets, tout le speech, tout le discours qui va autour. Et on se disait que ça serait intéressant de lancer cette formule de location. Donc, j'ai mis mon mail personnel sur cette slide et j'espère que tout à l'heure, s'il y en a du temps pour les ateliers, que les personnes qui sont éventuellement intéressées par cette location ou intéressées par les thématiques de l'Innovation Room de manière générale, y contribuent, parce qu'effectivement, au bout de quelques années, notre créativité en matière de sujet commence à être difficile, donc ça pourrait donner un nouveau souffle à notre définition de sujet. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.